Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Accusé de ne pas assez s'impliquer dans le développement de son quartier, Claude Korikondiano se défend et rejette en bloc les accusations de ses voisins. Le haut représentant du chef de l'État affirme avoir posé des actes importants en faveur des populations du quartier Rabitaya. Vous l'entendrez dans ce journal. Passation de service au sein des départements ministériels. Les nouveaux entrants prennent fonction depuis ce jeudi. Au ministère de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mori Doumbouya a pris fonction. Il remplace à ce poste Mamadou Lamine Fofana. Le district de Yombelia dans la préfecture de Forêt-Caria est menacé de disparition à cause de l'installation d'une société minière indienne. Les habitants de ce village et les responsables de la dite société sont à couteau tiré. Elles n'auraient pas respecté les engagements visant la délocalisation des villages. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Violence au domicile de Korikondiano, nous en reparlons après les événements d'hier qui ont entraîné des blessés et des arrestations. Le haut représentant du chef de l'État brise le silence et répond aux accusations contre sa personne. Claude Korikondiano déclare qu'il a toujours œuvré pour le bien du quartier qu'il habite depuis 10 ans. De ce fait, il estime que les jeunes ont été manipulés et donc innocents sur toute la ligne. Il pardonne à ceux qui l'ont offensé. Reportage Mamoudou Boulere Diallo, Abakar Dine Kamara. Le haut représentant du chef de l'État dit être surpris par l'agitation de jeunes devant son domicile pour réclamer le retour du courant électrique. L'ancien président de l'Assemblée nationale estime avoir suffisamment contribué au développement de son quartier, de l'électricité au désenclavement jusqu'à l'addiction d'eau potable. Je suis là depuis 2010 et je suis pratiquement intégré dans ce quartier-là au niveau de toutes les familles. Quand un problème social arrive dans chacune des familles, je suis ou moi-même présent ou ma maman qui est là, présente dans les familles, dans toutes les familles. Pourtant, les voisins de l'ancien président de l'Assemblée nationale trouvent qu'il est inconcevable qu'il se trouve un groupe électrogène et reste indifférent à leurs problèmes d'électricité. Là aussi, le concerné trouve une explication. Si je fais ça, avec le forage, on va installer une pompe afin qu'on allège, n'est-ce pas, le fardeau, ce fardeau qui pèse lourd sur le dos de nos femmes, de nos sœurs, de nos filles, pour des questions d'eau. À peine nommé au poste de haut représentant du chef de l'État, Claude Korikondiano ne croit pas à la coïncidence dans cette manifestation de jeunes de son quartier. Pour lui, ce n'est absolument pas à cause d'un transformateur que ces jeunes ont manifesté, mais plutôt une manipulation. Du coup, il pardonne. Je crois que ce qui est arrivé, c'est une manipulation de la part d'un certain nombre d'acteurs que personne ne connaît. Les jeunes ont été manipulés, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Le haut représentant du chef de l'État dit être disposé même d'intervenir auprès des autorités pour obtenir la libération des personnes interpellées. Il estime que ces jeunes sont des potentiels électeurs de son parti. Des arrestations ont eu lieu dans la soirée d'hier. Des jeunes manifestants qualifiés de meneurs ont été arrêtés par les agents du commissariat central de police de Matoto. Ils ont été présentés à la presse ce jeudi au nombre de 9. Ils sont accusés de destruction d'édifices privés, de violence contre les biens d'autrui. Ils ont tous nié les faits. Bernard Kondouno, Abakar Dine Kamara. Ce sont au total 9 présumés manifestants, dont une fille, arrêtée mercredi dans la manifestation à Kapitaya au domicile de Korikondiano. Ces jeunes ont été présentés ce jeudi à la presse au commissariat central de police de Matoto. Après une première tentative de négociation entre forces de sécurité et manifestants qui a échoué à la veille, on leur reproche entre autres la violation de domiciles privés,
ou la destruction de biens d'autrui. En synergie avec la CMIS, on a pu rétablir l'ordre, on a pu interpeller 9 individus qui sont devant vous maintenant là. Et ces individus-là seront traduits au tribunal pour les faits suivants. Trouble à l'ordre public, incitation à la révolte et destruction du bien privé. Interrogés, les présumés manifestants ont nié les faits qui leur sont reprochés. La plupart de ceux qui sont interpellés disent être des leaders des jeunes de ce quartier. Alors ils ont été arrêtés pendant qu'ils procédaient à la sensibilisation des manifestants. Moi je t'ai dit juste sensibiliser, calmer les jeunes. Maintenant comme je suis le président, le représentant des jeunes, ils m'ont dit maintenant que c'est moi qui ai incité les jeunes à gréver. Même le représentant, c'est l'entourage même, vous pouvez demander. Moi je ne suis pas de ce genre. Après une journée de manifestation contre le délestage du courant électrique au quartier Kapitaya, un nouveau transformateur y a été installé dans la soirée du mercredi. La principale victime, qui est le tout nouveau haut représentant du chef de l'État, dit avoir pardonné l'acte de vandalisme dont il a été victime, tout en sollicitant la libération de tous les détenus. Les opposants guinéens maintiennent leur pression sur le régime en place. L'UFDG, l'UFR, le bloc libéral n'entendent pas aller à l'élection présidentielle de 2020 avec Alpha Condé candidat. Il n'est pas question qu'il brigue un troisième mandat, clame-t-il. Après la déclaration d'hier des opposants, Sidya Touré, le président de l'UFR, l'a réitéré ce matin dans les grandes gueules. Pour cet ancien Premier ministre, toutes les conditions nécessaires à la tenue d'une élection transparente et crédible doivent être réunies. Plusieurs autres questions ont été évoquées lors de cette émission Décryptage signée Djibril Ba. Bien avant son intervention médiatique, l'opposition et le FNDC dont il est membre ont exprimé leurs préoccupations sur le fichier électoral, la non-reconnaissance du scrutin du 22 mars, l'emprisonnement des éléments du front. Sidya Touré, à propos donc de la date fixée par la CENI pour la présidentielle, exprime aussi son désaccord. D'abord, nous ne reconnaissons pas les élections du 22 mars et que ce qui vient de se faire est totalement contraire à la loi et nous ne reconnaissons pas non plus. Nous n'acceptons pas l'idée d'un troisième mandat pour Alpha. Le régime d'Alpha est terminé. L'installation des conseils de quartier et de district sans les conseils régionaux, une décision politique du chef de l'État selon le président de l'UFR. On finit les élections en 2018, ça fait 2 ans qu'on ne les finit pas. On annonce les conseils de quartier, mais on oublie de parler des conseils régionaux. Parce que si on le fait, le RPG n'aura que 3 conseils régionaux sur 8, donc on n'en parle pas. On saute ça et on passe à autre chose. Le dialogue, condition indispensable pour décrisper la situation politique. L'ancien haut représentant d'Alpha Condé sollicite l'implication de la communauté internationale. Une aubaine pour l'opposition de rappeler leurs conditions. La première, le départ du président de la République. On voudrait bien que la communauté internationale vienne, mais il faut qu'on pose un problème préalable. Alpha ne peut pas continuer à être président de la République de Guinée après ces 2 mandats. Ça doit être clair pour tout le monde. Malgré la grogne de l'opposition guinéenne, le régime Condé continue sa gouvernance sans faire de cadeaux à ses détracteurs. Pour l'instant, il est tôt de savoir si la date proposée par la CENI pour tenir le scrutin présidentiel sera respectée. La mouvance présidentielle réagit à cette sortie des opposants par la voix de son porte-parole. Le parti au pouvoir déplore le rejet de la date par l'opposition. Pour Domani Doré, le RPG Arc-en-Ciel travaille pour le respect de ce calendrier fixé par la CENI. Par ailleurs, elle salue l'ouverture faite par l'opposition au sujet du dialogue. La mouvance présidentielle est ouverte à cela, mais sans la communauté internationale. Al-Sali Bari, Ibrahima Souri 5 Souma. C'est un autre bras de fer qui oppose l'opposition et la mouvance. La date de l'élection présidentielle, fixée au 18 octobre 2020, pour Domani Doré, porte-parole de la mouvance présidentielle, le rejet de cette date par l'opposition est sans surprise. À notre niveau, nous travaillons toujours dans le respect d'un chronogramme qu'on nous soumet. Ils ont dit le 18 octobre, le RPG Arc-en-Ciel est en train de travailler à justement être au rendez-vous de ce 18 octobre. Parmi les revendications de l'opposition figure la dissolution de l'Assemblée nationale, la libération des détenus politiques, l'assainissement du fichier électoral, un dialogue sous l'auspice de la communauté internationale. Pour les derniers cités,
Domani Doré est favorable, mais concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, pour elle, c'est un élément de distraction qu'offre l'opposition. Demander l'annulation d'un scrutin, demander, l'annulation ou la suppression d'une nouvelle constitution, je résume ça par une distraction. Pour ceux qui veulent aller à ce dialogue, je crois qu'il faut venir avec des préalables très sérieuses, tels que par exemple, quand on s'accorde sur le fait que, lorsque nous parlons de la sincérité du fichier, oui, nous sommes d'accord que désormais, on a au moins 2 millions et quelques de Guinéens qui méritent en tout cas d'être enrôlés et participer aux prochaines élections. Nous sommes pour que cela se fasse. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale procède à l'examen du code électoral qui devrait sans doute constituer de base pour l'organisation des prochaines élections. Comme annoncé dans les titres, le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris fonction ce jeudi à la faveur d'une cérémonie relativement discrète, et ceci en raison de la pandémie de coronavirus. Maître Mori Doumbouya, dans une brève allocution, a invité ses collaborateurs à agir et pour le strict respect de la loi. Le compte-rendu de Mohamed Maro Camara et de Tierno Sadouba. C'est l'association des magistrats qui a ouvert le bal des discours, et ceci non pas pour dresser le bilan du ministre sortant Mamadou Lamine Fofana, mais témoigner son rôle dans plusieurs réformes engagées par le département de la justice. Nous avons pu concevoir ensemble divers textes, dont les lois organiques du 17 mai 2013 portant statut des magistrats, Conseil supérieur de la magistrature, attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle. De mai 2019 à juin 2020, le temps qu'il a passé au ministère de la Justice, quelques actes notables ont été posés. D'abord, comme objectif numéro 1, l'émergence et le renforcement d'une magistrature responsable. Le Code civil et le Code de l'enfant ont été adoptés, promulgués et vulgarisés. 56 juges d'application des peines ont été nommés. Le projet d'annuaire statistique du ministère de la Justice 2018 a été élaboré par le Bureau de stratégie de développement, une première en République de Guinée. Cependant, tout n'a pas été résolu. Les magistrats auraient souhaité qu'ils prêtent une attention tout aussi singulière sur un certain nombre de questions qui les concernent. Désormais, au nouveau ministre d'y faire face. Les magistrats n'ont pas de mutuelle de santé qui a reçu pourtant l'approbation de M. le Président de la République depuis plus de 3 années. Ils attendent avec une impatience fébrile la mise en place du service de gestion de la carrière et des pensions des magistrats créé par le décret 152 du 1er octobre 2013. Le chantier de la justice n'est donc pas entièrement déblayé, mais Mori Doumbouya, le désormais patron du département, est un connaisseur de l'appareil judiciaire. Le promu, sans décliner son projet et dans un bref discours, a invité ses collaborateurs à faire parler le droit. Je ne viens pour ou contre personne. Aux justiciables et aux investisseurs à tous les niveaux. Je vous donne la ferme assurance de veiller à une stricte et rigoureuse application de la loi par les cours et les tribunaux. Une passation de service un peu plus particulière. Seuls quelques cadres des responsables de l'administration judiciaire ont été conviés à la cérémonie. Un ordre s'est revenu de la présidence demandant la limitation du nombre de personnes avant et dans le strict respect des mesures sanitaires. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maurice Sangaré a cédé son fauteuil à Dr Alpha Mamadou Banoubari. Ces dernières années ont été éprouvantes pour le secteur de l'éducation. Celui qui tient désormais les rênes du département maîtrise les rouages du système. Il a pris l'engagement d'agir avec l'appui de la communauté éducative au rayonnement et à l'ancrage de la gouvernance de l'éducation. Abdoulaye Stadio Diallo commente les images de Mohamed Maro Camara et de Tierno Sadouba. Maurice Sangaré est arrivé à la tête du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en mai 2018 et dans un contexte de crise qui n'a pas encore vu son épilogue. Aujourd'hui appelé à d'autres fonctions, le ministre Sangaré, on le sait, n'a pas su résoudre les multiples revendications des enseignants et à son actif un bilan à soumettre à des appréciations. Mon cabinet et toutes les directions nationales
m'ont accompagné sur les axes suivants. L'accès et l'équité. Nous avons construit des salles de classe. Nous avons rénové des salles de classe. Nous avons même acheté des salles de classe qui ont permis de décongestionner 11 000 élèves qui étaient dans des écoles à de grandes distances. Son successeur, Dr Banobari, est bien connu de la communauté de l'éducation et vu par ses pairs comme un cadre chevronné qui est d'ailleurs intervenu à plusieurs niveaux sur les questions liées à l'éducation et à l'enseignement. Le promu vient avec la volonté et l'assurance de tout mettre en œuvre pour redynamiser le système éducatif. Je m'engage à gérer ce ministère en soumettant de façon régulière à tout le gouvernement, au Premier ministre chef du gouvernement et au Président de la République nos réflexions, nos plans d'action, nos difficultés et nos contraintes. Les erreurs, les dysfonctionnements, les échecs dans ce département, mais je suis certain qu'il n'y en aura pas, seront miens. Ce travail, bien entendu, il ne compte pas le faire seul. Il a invité tous les cadres du département et surtout les partenaires techniques à s'impliquer pour la qualification de l'école guinéenne. J'exhorte les cadres et techniciens du MENA à se rapprocher de ceux des autres ministères sectoriels de l'éducation pour réduire les incohérences entre les trois paliers du système éducatif national, autant sur les questions transversales comme par exemple la gestion du flux des élèves, l'harmonisation des programmes entre le lycée et les universités et instituts, ainsi que les règles et critères dans l'organisation des examens et des diplômes qui en résultent. De leur côté, les syndicalistes grévistes ont exprimé toute leur satisfaction à la nomination de Dr Banobari. Il apparaît à leurs yeux comme l'homme de la situation. Dans le même sillage, cette fois-ci en plus bref, au ministère des Ports et Télécommunications, Moustapha Mamidiaby passe le témoin à Omar Saïd Koulibaly. Au cours de la passation de service qui avait lieu ce jeudi, le ministre sortant a dans son discours rappelé ses grandes réformes à sa prise de fonction en 2011 jusqu'à son remplacement. Il dit avoir trouvé un secteur des télécommunications désorganisé, non régulé et dont la contribution au bien-être des citoyens et au trésor public était très mitigée et marginale. Poursuivant, Mamidiaby dira, malgré un environnement très hostile, nous avons réorganisé l'autorité de régulation des postes et télécommunications afin qu'elle soit un interlocuteur crédible des investisseurs, un conseiller averti du gouvernement et un protecteur vigilant et impartial des populations. Ce pari a été gagné par une équipe jeune, dynamique et porteuse de valeurs qui font la fierté d'une nation. De son côté, son successeur Omar Saïd Koulibaly, après les mots de remerciement, a déclaré qu'il s'engage à poursuivre avec efficacité et détermination les actions entreprises par son prédécesseur. Nous allons relever les défis de transformation numérique afin de permettre au peuple de Guinée d'être au rendez-vous avec son histoire, a-t-il dit. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI accorde 148 millions de dollars à la Guinée. Ce fonds contribuera en partie au financement de la riposte contre le Covid-19 et à la stabilité politique. Un point de presse a été animé ce jeudi par les ministres de l'économie et des finances, celui du budget et du plan. Les grandes lignes avec Mamadou Sadio Baldé et Alseni Bari. Jusque-là, le gouvernement guinéen a supporté presque seul le lourd fardeau de la riposte contre le coronavirus. Le 19 juin, le conseil d'administration du FMI s'est réuni et a accordé le décaissement d'un fonds en faveur de la Guinée. D'un montant de 107,1 millions de DTS, soit environ 148 millions de dollars. Ce fonds va contribuer en partie au financement de la riposte au Covid-19 et à la stabilité économique. L'octroi de cette facilité servira de catalyseur à la mobilisation de ressources supplémentaires auprès d'autres partenaires au développement.
Au mois de juillet, 2 appuis budgétaires de la part de la Banque mondiale et de la BAD sont attendus, déclare Mamadi Camara. Pour sa part, le ministre du Budget précise que ce montant va consolider les dépenses déjà entamées. Le montant va intégrer, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est un montant nouveau qui est venu, mais ça va intégrer le budget global et venir consolider les dépenses qu'on est en train de faire et amortir les effets sur l'économie nationale. Kani Diallo a une idée du montant que la Banque africaine de développement va accorder à la Guinée. D'autres partenaires sont sollicités. Pour la Banque africaine de développement, qui va être autour de 50 millions de dollars, et l'appui budgétaire de la Banque mondiale. Et nous sommes encore en train de rechercher d'autres financements avec nos partenaires qui ont toujours l'habitude de nous accompagner. Le montant devra être remboursé en 10 ans avec un taux d'intérêt de 0%. Le projet Phoniqué Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée, une approche innovante appelée Youth 360 a été officiellement lancé ce jeudi à Conakry. C'était à la faveur de la première réunion du comité de pilotage. Financé par le Fonds de consolidation de la paix, le projet a pour objectif de mettre les jeunes sur tout le cycle de la conception à l'évaluation finale du projet. C'est le ministre de la Jeunesse qui a présidé la cérémonie. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma, compte rendu. Le projet Phoniqué Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée a pour but de renforcer le leadership des jeunes dans la préservation des conflits. Il est exécuté par Cherche-Foi comme un grand, mis en œuvre dans 9 communes du pays. 610 jeunes leaders, dont au moins 30% de femmes, sont concernés directement par le projet. Nous avons besoin de l'expertise même des jeunes. Je pense que la première leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut les écouter. Ils ont beaucoup à dire, ils ont beaucoup à partager. Et justement, le projet Phoniqué crée cet espace-là. Donc leur permettre eux-mêmes de mettre sur la table un certain nombre d'idées qu'ils voudraient voir concrétisées, en faisant en sorte qu'ils aient toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir le faire et puis atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Les jeunes sont de véritables acteurs dans la consolidation de la paix, d'où le financement du projet par le Fonds de consolidation de la paix. Le fait qu'il était pertinent en termes d'activités proposées pour la consolidation de la paix, pour l'implication des jeunes qui sont des acteurs importants dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix, mais aussi parce que les jeunes constituent de véritables vecteurs, moteurs de la promotion de l'entrepreneuriat. Les attentes par rapport à ce projet sont nombreuses. 3 résultats principaux auxquels nous nous attendons. Le premier résultat, c'est que les conflits sociopolitiques sont réduits dans les communautés de mise en œuvre du projet. Le deuxième résultat, c'est que la cohésion sociale est véritable dans les localités de mise en œuvre du projet. Et le troisième niveau, c'est que les autorités reconnaissent le potentiel des jeunes. Ce projet est développé en collaboration avec certains ministères, dont celui de la jeunesse. Mokhtar Diallo s'en réjouit. Le ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes se réjouit de voir un projet qui implique les jeunes, qui fait en sorte que les jeunes soient à la fois des bénéficiaires et des acteurs. Le projet Phoniqué Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée, qui est déjà en cours d'exécution, va durer 18 mois. Lancement ce jeudi de la campagne de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée Russal-Sebeka sur les risques et dangers des accidents ferroviaires dans les zones de Conakry et Koya. C'est une initiative de l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Objectif, réduire les risques d'accidents sur les rails. Idriss Abari et Mohamed Al-Hussein Kamara nous signent ce reportage. Bangali Sangaré vend des pièces d'automobile dans ce garage situé au camp Carrefour de Koza, non loin de la voie ferrée Russal-Sebeka. Il a été témoin de plusieurs accidents mortels sur ces rails. Il y avait un jeune qui s'occupait des pneus usés ici. Après ses activités la nuit, il se reposait entre les rails. C'est ainsi qu'il a perdu ses 2 pieds
broyés par le train. Donc, il faut qu'on se méfie de la voie ferrée. Pour réduire le risque d'accident sur cette voie, l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, en collaboration avec la société minière Rusal CBK qui exploite ces rails, a décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès des riverains de cette voie ferrée, sur près de 60 km. Elle s'étend jusqu'au 13 juillet. Et l'itinéraire, c'est du kilomètre 0, c'est-à-dire au port, jusqu'au kilomètre 60. Ça, c'est à Kouria. L'opération se déroule à travers les causeries éducatives, le porte-à-porte et la sensibilisation de masse. Les agents munis de mégaphones livrent leurs messages dans les principales langues du pays. Quand le train bouge, pas facile qu'il freine comme une voiture ou une moto. Donc veillons sur les enfants pour ne pas qu'ils se retrouvent sur les rails. Veillons aussi à ne pas déverser les ordures sur la voie ferrée. Le marché de Simbayagar est traversé par ces rails avec des vendeuses qui oublient de veiller sur les enfants qui se retrouvent très vite entre les rails pour jouer. Cette sensibilisation sonne donc comme un rappel pour elles, mais aussi pour l'administration du marché. Venir chaque année nous rappeler les risques de notre présence auprès de ces rails nous réjouit. Ça nous permet de prendre nos précautions sur ce danger. Que le train, si ça vient, si ça glisse, c'est un grand danger pour la population. On peut faire le sensibilisation. Quand même, je m'engage tellement dedans. Et je vous dirai merci aussi pour venir vers nous, pour nous rappeler aussi par rapport aux sensibilisations. Les habitants du district de Yombo-Yeli, situé dans la préfecture de Forekaria, sont à couteau tiré avec une société minière indienne, Ashapura, qui exploite une mine de fer située non loin de leur lieu d'habitation. En cause, le non-respect des engagements visant la délocalisation des villages environnants et l'indemnisation des riverains. En dépit des négociations engagées, les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord, laissant planer le spectre d'une contestation qui risque de dégénérer. Le district de Yombo-Yeli, menacé par une mine de fer, c'est un reportage grand format que nous signent Mamadou Boy Diallo et Amara Alex Silla. La mine de fer de Yombo-Yeli, située dans le district de Dianéa-Laya, dans la sous-préfecture de Moussaya, à Forekaria. Cette mine, riche en fer, où évoluait la société Forekaria Guinée Mining, est aujourd'hui exploitée par une société indienne, Ashapura. Entre la communauté et cette société existe un différend lié au non-respect de certains engagements devenus source de tension, comme nous l'explique ce sage. On s'était convenu avec les sociétés de construire des habitations dans un autre site nous permettant de quitter ici. Mais cela est loin d'être réglé. Certes, l'État est fort, mais Dieu est plus fort que l'État. Nous sommes abandonnés, nos champs dévastés par les mines. C'est pourquoi on a empêché le travail sur la mine et comme ça, les autorités vont voir jusqu'où nous souffrons avec des maladies et le manque d'eau potable. Se sentant trahi, abandonné, la communauté veut désormais être rétablie dans ses droits. Dans la foulée, une opération de dynamitage située à quelques mètres des habitations met le feu aux poudres. Les jeunes barricadent toutes les issues menant à la mine, empêchant toute activité. En dépit des négociations sur place, aucune entente n'est trouvée entre les deux parties et la tension monte d'un cran. Dans ce village situé non loin de la mine, l'impact des opérations de dynamitage se fait déjà ressentir. En témoignent les fissures que vous constatez sur ces images. Cette vieille dame alerte. Des fois, quand la mine explose, certaines de nos maisons tombent. Nous ne gagnons rien. Toutes les demeures sont fissurées et nous dormons dans des maisons qui risquent de s'écrouler à tout moment. Les jeunes qui croupissent dans le chômage ne comptent plus jouer aux spectateurs.
Ils réclament désormais le respect des engagements pris en direction de la communauté. Chaque fois que la communauté vient vers elle, les expliquer leurs problèmes, à respecter la législation minière, à respecter le contenu local, il y a toujours une barrière. Et quand on aura l'accès aussi à discuter le problème autour de la table, à la sortie, on va voir qu'ils ne parviennent pas à respecter leurs promesses. Du côté de l'entreprise minière, aucun répondant. Cependant, au moment où nous quittions les lieux, des négociations étaient en cours pour trouver un terrain d'entente. Nous sommes ici sur le site de Konsondoguya. Et comme vous le constatez tout autour de moi, il y a des bâtiments qui sont construits. Ces bâtiments ont été construits par la société Forcaria Mining et ces bâtiments sont destinés aux communautés impactées par l'exploitation minière. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces bâtiments ne sont pas totalement achevés. Pour certains, les toitures sont complètement décoiffées. Entre ces sociétés et les communautés impactées, il y a toujours des tensions parce que tout simplement, ce qui a été dit n'est pas totalement respecté sur le terrain. Mamadou Boy Diallo qui nous a signé ce élément grand format qui met fin à ce journal réalisé par Mamadou Kalisso et par l'ensemble de la rédaction technique et celle politique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne nuit en compagnie de nos programmes qui sont les meilleurs. Au revoir.